à qui a été relatée cette expérience-là qui, des fois, voyage à travers les sangs. Quand maintenant on apprend une langue étrangère, les Français, eh bien, on n'a pas l'expérience culturelle de la langue. On l'apprend du point de vue académique. Et la langue académique, c'est ce qui est appelé la langue des commandes. Pour les comprendre mieux, vous devez parler de la langue chinoise. La langue chinoise existe sur 2 niveaux. Il y a un chinois pour tout le monde et un chinois qui est pour les étrangers. C'est-à-dire, vous pouvez en train de parler avec un chinois, et les chinois vous comprennent. Mais votre capacité de comprendre la langue chinoise arrive à un point, elle s'arrête, car quand les Chinois communiquent certains faits, vous n'avez pas à comprendre ça. Parce qu'il n'a pas besoin de sécréter. Les mêmes systèmes existent exactement pour les langues occidentales. Parce que ce que l'on enseigne à l'école en Afrique, ce sont les langues de commande qui manquent de l'expérience culturelle. Parce que pour pouvoir comprendre ces langues-là, il faut avoir étudié la littérature et la psychologie de ces peuples-là. Et comme la psychologie et la littérature française n'est pas expliquée délicatement, ce que l'on apprend en Afrique, ce sont les langues des commandes qui sont là pour recevoir des commandes du maître et non pour comprendre la pensée. Avec les Français, avec l'anglais, avec l'espagnol et l'italien que l'on parle, l'on comprend les ordres du maître, mais on est incapable de percer sa psychologie. C'est pourquoi il a créé une langue des commandes. Mais lui est en mesure de percer votre psychologie parce qu'il vous a forcé à abandonner les vôtres. Il a forcé à renier vos cultures. Et il vous a étudié au point d'être en mesure de vous étudier, de lire votre âme juste avec les mouvements de votre visage. Voilà la contribution monumentale de Willie Lynch. Une méthode de contrôle des esclaves pendant un période d'au moins 300 ans. Et plus tard, on dit qu'on va dans la perpétuité. Nous avons ici affaire avec la séparation du mâle et de la femelle. Très important. La séparation de la mâle et de la femelle a pour point clé la destruction de la famille. Les cassages du mâle et de la femelle, ici, on a une production qui fait qu'on désoriente génétiquement les personnes avec des manipulations génétiques qui font que, ou une crainte psychologique qui font que les femmes grandissent les hommes forts physiquement et faibles intérieurement, faibles spirituellement, c'est-à-dire l'esprit, le corps au-dessus de l'esprit. Et cela, c'est un caractère d'effémination dont nous sommes en train de voir divaguer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir une grande génération d'homosexualité qui, en fait, ne sont pas une volonté de la nature, ne sont pas une expression de la nature. Pire, c'est celui qui s'enfuit dans ces aberrations, qui n'est que les résultats d'un travail conduit pendant des années devant nous. Le cassage de la femme, justement, est le point central des sous-cessions. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons parlé ici de l'identification du négro au cheval. Qu'il y ait une projetation afariste à long terme. Qui porte bien entendu des gains. C'est quoi les résultats de tout ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe comme résultat? Eh bien, nous avons des résultats. Nous avons la suprématie blanche qui est les résultats de tout ce dont nous avons défini. Et nous avons ici les privilèges blancs qui sont les résultats de tout ce dont nous avons défini ici. Et les maintien de la suprématie blanche, les maintien des privilèges blancs incorporent que l'esclavagisme et la psychologie de Willie Lynch soit un document d'État, soit une psychologie enseignée, soit une didactique que l'on enseigne partout et qu'il soit accepté par ces dons auxquels ils sont destinés sans résistance. Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher pour la présentation. Nous allons passer si nous avons des commentaires et des questions. Bon, très bien. Et je vais commencer par lire quelques des commentaires parce qu'on a vu quand même beaucoup de commentaires. Et comme on était dans le live, je vais lire les commentaires. L'Africain ne maîtrise pas son histoire, surtout son passé historique. Après cette lecture, celui qui ne veut pas comprendre est vraiment très très idiot. Vraiment là, c'est très très intéressant. Il y a Karine Kwame qui dit bravo. Le métis est le sentinelle du blanc, il est transformé. Les Africains ne maîtrisent pas son espace. Très intéressant. Comment faire pour avoir cette documentation, s'il vous plaît? Tous les phénomènes, la marche aujourd'hui, il y a des gens au Mali aujourd'hui, eux, ils disent qu'ils sont descendants du prophète Mohammed.
Il y a ça beaucoup. Tout à fait. L'Africain doit vraiment, l'Africain doit vraiment rompre les deux religions de l'esclavage et l'esclavage pour qu'ils puissent renaître. Douane Cher, nous devons reconstituer la famille. Et le symbole de la reconstitution de la famille est celui-là, Ankh. Dans un mariage du modèle Couche Kamit Congo, nous avons cette tendance-là à faire le mariage coutumier. Les mariages coutumiers africains, c'est les mariages esclavagistes. C'est une plaidoirie, ok, où l'on commémore la mémoire esclavagiste. Et cette mémoire esclavagiste est commémorée par les mariages, par une transaction économique où la femme est vendue, comme diront les brassages. Extrêmement difficile à entendre. Comment? Extrêmement difficile à entendre. Oui, ça c'est difficile à comprendre. Mais nous devons comprendre cela. Et nous devons renouveler ces pactes-là, les mariages. Les mariages est unis, mais nous ne pouvons pas faire des mariages sous instance esclavagiste. Le mariage civil qui doit être reconnu par l'État. Mais quel État? L'État, c'est nos ancêtres. Les Occidentaux n'ont pas de mariages culturels. Comme ceux qu'on dit, les Occidentaux ne font pas des mariages coutumiers parce qu'ils ne sont pas des esclaves. Mais comme ils sont soumis à un État, eh bien, il y a ce qu'on appelle les mariages de l'État. Mais ça, ce n'est pas notre État. Ça, ce n'est pas notre État. Aujourd'hui, quand nous avons besoin de mariage, eh bien, nous devons célébrer le mariage sous les symboles de Ankh. L'ankh doit être le symbole du mariage. Et chaque couple qui se marie doit, à un couple qui se marie, les symboles de leur mariage, c'est les ankh. Et ils font leur serment non par des bagues, mais en tenant la main avec un ankh. On doit y avoir les symboles des échanges des ankh, pas des échanges des bagues. Qu'est-ce que ça lie avec la bague? Les bagues, c'est comme les coups, on lie au cou. Il doit y avoir des échanges des ankh. Parce que les ankh, c'est le symbolisme de la liberté, où l'homme, la femme se pointe au-dessus, comme Tefnout. Et la femme se pointe au-dessus comme Tefnout. L'homme se pointe à bas comme Chou. Et il y a les facteurs de la régénération, la continuité, parce que ankh est le verbe du Créateur. Et donc, nous avons, de ce point de vue-là, un travail énorme à réaliser. Et c'est un travail que nous ne pouvons pas faire à 5 personnes. Chacun de nous, là où il est, doit réaliser et doit déterminer la part de sa contribution dans ce travail. Douane Cher. En l'occurrence, un salaire d'esclave. Il y a aussi ce qu'on appelle lynch law. Et merci beaucoup pour nous révéler ça. Otep, les nègres marrons. Otep, Baba Kinkela. Nous, le peuple noir, on a trop souffert. Si je réfléchis sur cette lettre de Willie Lynch, tout ça se passe quand même dans le 21e siècle aussi. Absolument. Une des prochaines émissions que nous allons faire, nous allons parler du Nord et du Sud. Quand vous étudiez le Nord et le Sud, je parle des États-Unis. Le Nord des États-Unis, c'est la partie juridique où on fait les lois. Le Sud, c'est là où on met en pratique ces lois. C'est-à-dire, ce n'est pas que le Nord des États-Unis était esclave. Le Nord des États-Unis était libéral et le Sud était esclavagiste. Non, les champs de coton ne se trouvaient pas au Nord, mais au Sud. Donc, au Nord, il y avait les gouvernements, les institutions où sont mis en valeur, où sont faites les lois. Et ces lois-là sont pratiquées au Sud. Il n'y avait pas une séparation entre le Nord et le Sud. Il y avait un mariage, un rapport de force. Les esclaves devaient fuir du Sud pour émigrer vers les Noirs pour rencontrer quoi là, pour rencontrer après, pour être soumis à ce qu'on appelle les maltraitements ou comment on appelle ça Les travaux forcés. Non, pas les travaux forcés, mais quand on arrive au nord des États-Unis, au préjudice. Préjudice, ouais. Le préjudice racial. Eh bien, le monde a été américanisé. Le monde est devenu un grand États-Unis
où il y a le nord et le sud. Et en Afrique, c'est l'esclavage. Je vais vous dire quelque chose. Un élément à réfléchir dessus. Qui tue les Noirs en Amérique? Mais les gouvernements. À travers quoi? Avec les instruments, les institutions des gouvernements, c'est-à-dire la police et l'armée. Donc nous savons qu'ils se sont. Les gouvernements américains est responsable des tueries des Noirs. D'autant plus que c'est lui qui vient de tuer George Floyd. Ce n'est pas celui qui a été arrêté. Il a été mis à côté parce que c'est légal. Je l'ai dit ici pendant les années 60, à l'époque de Dr. Martin Luther King Jr., les enfants de l'école primaire en Alabama chantaient à l'école que je vais devenir un policier. Mon désir, c'est de devenir un policier parce qu'en devenant un policier, je peux tuer un noir légalement. Quand on va en Afrique, des millions de noirs morts. Et qui tue les noirs? Les gouvernements. Quelle différence y a-t-il entre les gouvernements des États-Unis et les gouvernements dans l'Afrique? Je vais vous dire la différence. C'est qu'à part Obama, le gouvernement des États-Unis était fait des noirs. Mais nous avons vu que durant le pouvoir d'Obama, plus de mal ont été faits aux noirs que durant la période de Clinton, par exemple. Et nous devons sortir de cet état psychologique-là. Les esclavagistes aujourd'hui, ce n'est pas une question de couleur. Parce qu'en Afrique, nous sommes sous-esclavagistes et nous sommes maintenus à travers des gouvernements représentatifs des gouvernements américains en Afrique qui nous maintiennent en esclavage parce que nous constituons le sud du monde. Les lois sont prises au nord et sont appliquées au sud. Les lois sont prises au nord et appliquées au sud. Et c'est en vain penser et chercher l'assistance du Nord. L'assistance du Nord pour qu'on comprenne ce qui se passe au Sud. Pour qu'ils nous viennent en aide. Non, mais si les lois qui sont mises en pratique au Sud ont été votées au Nord. Comme toujours. C'est aux mêmes personnes qui nous ont demandé justice. Ce sont les mêmes personnes qui sont responsables du malheur. Et donc nous devons nous réveiller. Douane chère. Et donc, c'est à quoi nous sommes en train aujourd'hui, nous sommes appelés aujourd'hui à faire, à réaliser, à devenir conscients, à vouloir comprendre. Et la douane chère à ceux qui ont demandé la lecture de ces lacs. Nous devons comprendre que Marcus Garvey et Malcolm X avait raison. Nous devons arriver à une séparation. Parce que cette culture-là, ces documents, l'institution occidentale sont basées sur la philosophie de Willie Lynch. Et ils ne peuvent pas en sortir. Ce n'est pas en jetant quelques statues par terre que cela va changer. Mais nous ne pouvons pas non plus leur demander de changer. C'est nous qui devons changer. Douane chère. Oui, malheureusement, beaucoup de femmes sont seules avec leurs enfants ici en France. Leur système nous bloque et rend dépendants des institutions. Exactement. C'est basé sur le mépris dans l'homme noir, dans la lettre. Oui, la CPI, qui pour les Africains, vous avez le cas de l'ancien président de mon pays, de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Oui, il a libéré Taméry, 19 rue de Chalet à Paris. Otep King, Douane et Cher, je veux savoir une chose, si l'homme blanc parle sa langue, il dit la langue. Mais si nous, on parle notre langue, il dit le dialecte. Pourquoi? Ça, c'est... Je ne sais même pas comment il faut appeler ça. Écoutez, l'homme blanc est à Paris il y a 20 000 ans. Et quand l'homme blanc est à Paris il y a 20 000 ans, okay, il ne parlait pas. Okay? Il ne parlait pas. Pendant que l'homme blanc est à Paris il y a 20 000, il y a plus de 120 000 ans, où les sociétés noires étaient organisées avec des grands empires, des grandes constructions. Nous ne parlons pas d'empire de Rome, nous parlons de civilisations. Avec des grosses civilisations. La civilisation phénicienne, sabéenne, kémétique, et je n'ai que cité les dernières. Les civilisations cimériennes, acadiennes. Et je ne suis en train de parler que des dernières. Nos ancêtres, nous avons les langages. Et tout ce qu'ils ont appris, ils n'ont pris l'apprendre que de nous. Quand on prend les langues kémétiques de l'Égypte antique, ils ont évolué depuis jusqu'à arriver aux démoglites. Les démoglites vont donner les coptes. Les coptes vont donner les langues grecques.
Pardon, les latins. Du latin, nous avons les grecs aux romains. Et toute langue, aujourd'hui, nous parlons proto-occidentale, sort de la langue latine. Mais la langue latine, c'est les la petite fille de langue kémétique. Non. Attention. Parlons par exemple de la langue française. La langue française, ce n'est pas la langue gauloise. La langue française, c'est une dialecte militaire des Francs, qui était un groupe militaire allemand, qui envahit, tu vois, les rois gaulois et impose leur domination sur cette partie des territoires. D'où la langue où les dialectes militaires étaient devenus une langue. Les Français n'est même pas une dialecte du point de vue africain, est une dialecte du point de vue de l'Europe elle-même. Parce que les Francs étaient une dialecte militaire parlée en Allemagne. Mais nous n'avons pas à parler des langues françaises, anglaises comme des dialectes. La dialecte pour nous, c'est les latins. Ok? La dialecte pour nous, c'est les latins. Ce n'est pas les français, les anglais, non, les portugais. Non, non, la dialecte pour nous, c'est les latins. Les latins est une dialecte de langues africaines. Et seul un fou pourrait soutenir le contraire. Nous avons une avance civilisatoire de 180 000 ans. Et ils sont nés. Tout ce qu'ils disent, c'est tout ce que nous avons dit pendant des millions d'années. Et quand on dit, voilà, en Antilles, les langues antillaises sont une déformation des langues françaises, il n'y a pas plus grand mensonge que cela. C'est la français qui est née des langues antillaises. Tout comme l'anglais est né du goula. Le goula est une langue parlée aux États-Unis par les immigrés. Ceux qui sont partis de l'Afrique il y a très longtemps. Et le goula a donné l'anglais. Vous voyez, revoyons-nous là-dessus. Comment pouvez-vous enseigner votre grand frère, votre grand arrière-grand-père à cultiver les arachides? Douaneche. Ouais, c'est ça. Pourquoi là, nous, est un dialecte et pour eux, c'est une langue? C'est quoi le rapport? Quelle est la différence, Douaneche? Oui, je suis d'accord avec vous. Là même, dans le Coran aussi, le prophète Mohammed était l'esclave Bilal, avait l'esclave Bilal. Oui, même l'islam, l'esclavage est légal. C'est pour ça, les Arabes n'ont aucun respect envers les Noirs. Selon les Arabes, tous les Noirs sont esclaves. Celui qui n'a pas été chez les Arabes, celui qui a été chez les Arabes le sait très bien. Ouais. Beau partage comme toujours. Un blanc m'a dit qu'il ne comprend pas mon dialecte. Franchement, tu m'étonnes. Nous, les hommes blancs, non, l'homme blanc, ils sont comme ça chez eux. Ils veulent tout vous dire toujours ce que vous êtes. Donc, c'est eux qui doivent dire ce que vous êtes. Oui, attention, c'est comme quand un enfant grandit. Vous avez quand vous avez un enfant, vous avez des enfants à la maison. L'enfant est grandi, il vous écoute, il fait da 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 ba 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 da 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 papa papa coco maman maman. Après, dès qu'il sait dire maman papa, c'est lui qui pense qu'il peut vous enseigner. Il dit non, laisse. Il va vous dire papa, tu comprends pas, laisse-moi, je vais te dire. Quand il a fait, il dit non, laisse, c'est moi qui va faire. Ça, c'est l'âge évolutif de l'homme blanc. Il est encore là. Il est encore à cet âge-là de l'enfant qui pense qu'il connaît tout. Et quand vous laissez un enfant qui connaît tout, qu'est-ce qu'il fait? Il met les mains dans les feux. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la maison. Et quand les Noirs se sont retirés, ils se sont laissés fait mater par les Blancs et nous leur avons laissé la planète qu'ils ont fait. Maintenant, tout est détruit. La même chose qui se passe quand vous prenez un enfant de 5 ans, vous le laissez prendre les commandes de la maison. Il pense comprendre tout. Il pense être plus intelligent que vous. Mais il ne l'est pas. C'est de l'orgueil infantile. C'est de l'orgueil infantile. L'enfant à un certain âge pense qu'il peut battre son père. C'est de l'orgueil infantile. Nous devons regarder ça comme de l'orgueil infantile. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que vous. Vos enfants, c'est ça, quand ils ont l'âge de 8 ans, 12 ans, 14 ans, ils pensent être plus forts que vous. Ils pensent être en mesure de taper leur papa. Ils pensent être en mesure de taper leur maman. Ils pensent être plus intelligents que leurs parents. Mais ce n'est que de l'orgueil infantile. Et si vous leur laissez prendre les comptants de la maison, c'est le désastre. Regardez la planète comme elle a été réduite. Souvent on dit, ah, les humains ont détruit la planète. Non. Les blancs ont détruit la planète. Attention, ce n'est pas les humains. Pendant plus de 180 000 ans, nous n'avons pas eu de problème de global warming.
Nous n'avons pas de réchauffement climatique, nous n'avons pas rien. Pollution, non. Nous avons laissé les contrôles à des enfants. Ce que nous avons fait, c'est comme dans une maison où l'enfant de 10 ans devient le commandant. Qu'est-ce qui se passe? Tout se casse. Et regardez, tout est cassé. Aujourd'hui, on doit se promener avec des masques. Tout est cassé. Et c'est le temps que l'adulte reprenne son rôle d'adulte. Si c'est encore comment le faire. Douane-tier. Ouais. Si ça continue comme ça aujourd'hui, et puis les Noirs sont fiers de ça. Ah, si ça, c'est pas démoniaque, ça, je sais pas, franchement. Absolument. Le peuple noir a vraiment souffert, comme Laurent Gbagbo le disait. Eh oui. Ouais. Nous, on ne maîtrise pas notre histoire et notre passé. C'est une grosse erreur. Nous n'avons pas beaucoup à nous en faire pour la maîtrise de notre histoire. Elle est dans notre sang. Il faut savoir que les choses de la Terre conservent de l'information. Un arbre conserve de l'information environnementale autour de lui. Pour comprendre l'histoire d'un territoire, on étudie l'arbre. Les plantes de la Terre vous disent ce qui s'est passé dans la géologie. La géologie étudie les pierres, étudie les écorces pour comprendre ce qui s'est passé là. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il peut extraire de l'information. Le corps autour de nous extrait de l'information, tout comme notre sang a de l'information. Notre sang a toute la mémoire de nos ancêtres depuis des millions et des millions et des millions d'années. Toute cette information n'a jamais été perdue. Votre histoire, ce n'est pas parce qu'on ne vous l'a pas écrit à l'école, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas étudiée qu'elle n'est pas là. Vous ne savez pas seulement comment la déchiffrer, mais elle est là parce que toute l'information a été passée de génération et enrichie de génération en génération. Elle est où? Dans votre sang. Une seule goutte de votre sang vous dit tout ce qui s'est passé dans l'existence de vos ancêtres. Ne cherchez pas en blanc. Ne vous attristez pas parce que vous n'avez pas appris l'histoire. Parce que vous êtes l'histoire. Vous devez seulement relever la tête. Vous êtes l'histoire. Elle est en vous. Toutes les capacités, toutes les habiletés, toutes les connaissances développées par nos ancêtres nous ont été passées de génération en génération en raison d'accumulation et nous sont dans notre sang. Nous avons le sang le plus précieux parce qu'il est le sang le plus ancien sur cette planète. Il n'y a pas un être qui est plus vieux que nous. Nos centres sangs, c'est le sang le plus vieux sur cette planète. Et il renferme toutes les informations dont nous avons besoin. Douane-tier. Oui, c'est Douane-tier à toute l'équipe. Douane-tier. Douane-tier, On est à deux aujourd'hui. l'équipe est faite de 2 personnes. Il y a moi ici, il y a Mout Mikou derrière qui est en train de gérer 4 computers, 2 téléphones, des jeux de lumière et ainsi de suite. Ouais, c'est moi qui étais en train d'écrire tous les commentaires. J'ai essayé d'avoir, quand toi tu lisais, parce que je sais que Baba n'est pas au courant, mais pendant qu'il était en train de lire, tout le monde avait les textes qui déroulaient pendant qu'il lisait. Ok. Ouais, c'était vraiment trop bien. Douane-tier. Alors, franchement, la polygamie ne serait-ce pas la solution pour toutes ces femmes célibataires? Je pense que quand on a lu le texte Willie Lynch, on a parlé comment il fallait donner à 2 femmes, il fallait donner un mâle à 2 femelles. Alors, c'est un sujet sensible et je vais essayer d'y répondre en essayant le plus possible et connecté. Alors, la question ne se passe pas au niveau de la polygamie ou de la monogamie. La question se passe au niveau de la valeur que nous reconnaissons. Le problème se passe au niveau de notre compréhension de ce que nous sommes. Les problèmes se passent au niveau de la programmation de nos sociétés. Pourquoi existons-nous? Quel est le destin du futur? Maintenant, à raison de cela, nous n'avons pas adopté une polygamie comme loi. Tout simplement, quand on a à cœur la mission civilisatrice, alors il y a des mesures qui peuvent être prises. Mais avant tout, il faut comprendre qu'un couple a une mission. Ok? Un couple a une mission. Maintenant, et nos ancêtres, bien entendu, avaient pratiqué non la polygamie, mais la faculté, ok, de pouvoir faire ce qui était en mesure pour la reproduction, pour sauvegarder l'espèce. Et vu que la vie était dans la communauté, et que la communauté était le point le plus important, non. Alors, la possibilité d'avoir une ou des femmes, elle n'était pas obligatoire, mais elle était une possibilité.
Elle est présente dans la nature. Ce n'est pas de la polygamie, ce n'est pas de la monogamie, c'est la possibilité, ok, d'avoir un plan où il y a plusieurs conjoints. Il y a des personnes qui sont physiquement dotées pour être en mesure de le faire. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas doter. On ne peut pas parler d'une règle de la monogamie ou de la polygamie, mais on parle ici de la conscience. Il y a toujours la femme noire et le peuple et les groupes populaires les plus grands du monde. La femme noire, c'est les 2/5 de la population mondiale. Il y a plus de femmes noires que des Japonais. Pardon, il y a plus de femmes noires dans le monde que des Chinois. Ok? Et cela doit être pris en considération. L'accouplement et la reproduction est un élément très important pour la femme parce que la femme doit remplir sa mission divine. La mission divine de la femme, c'est lui de donner la vie. Maintenant, à partir de ces bases-là, nous pouvons raisonner dans ces chemins-là. Mais pour pouvoir parler de cela, nous devons avant tout faire une chose, redonner le pouvoir économique entre les mains de la femme. Aujourd'hui, le pouvoir économique est entre les mains de l'homme. Et l'homme qui pratique la polygamie parce que la femme a besoin de maintenir ses enfants en vie. Et maintenant, la polygamie axe autour de l'homme. Parce que plusieurs femmes se conflient pour l'homme, non seulement pour la reproduction, mais pour la survie de leurs propres enfants. Pourquoi l'homme a pris en otage l'héritage féminin? L'héritage ne passait pas de père en fils, mais de mère en fille. Dans un premier temps, si nous voulons parler de la question, si les hommes veulent traiter de la question de la polygamie, eh bien, nous devons commencer par avant tout redonner le pouvoir économique aux femmes. Si nous sommes disponibles à redonner le pouvoir économique aux femmes, maintenant nous pouvons parler de la polygamie. Parce que la femme doit maintenir, retenir, gérer la nation pour programmer le futur. Et elle doit avoir les ressources. L'héritage doit passer entre les mains des femmes et doivent passer de mère en fille, non de père en fils. Si nous arrivons à ce point-là, nous pouvons maintenant commencer à parler de cette histoire de polygamie ou non. Mais si cela est fait pour créer une situation de dépendance, c'est-à-dire faire passer la femme, sortir la femme de la dépendance de l'homme des documents de Willie Lynch à la dépendance de l'homme noir, ce n'est absolument pas. La femme doit être indépendante. L'homme est le gardien. L'homme est le gardien. Il protège. Mais les ressources sont tefnoutes. Ils appartiennent à la femme. Et nous devons corriger d'avant toute cette injustice-là. Aussi longtemps que cette injustice-là continuera de faire, eh bien, nous ne pourrons pas aller au-delà. Doua nature. Alors, il y a un commentaire de Moussa Koulibaly qui dit « Oui, je dis, c'est moi qui avais demandé de cet éclaircissement de la lettre de Willie Lynch. Doua nature à toute l'équipe OTEP. Doua nature. » Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Doua nature. Alors, oui, par rapport aux enfants, ils sont nés hier, ils sont des vrais bébés. Oui, mes filles me parlent pareil, mais très vite, je leur remets à leur place. Et elles me demandent pardon après. OTEP, Saramine, OTEP. Yeah. Ouais, et Sandrine Sarabella qui dit ça, c'est vrai. Vraiment bravo, félicitations, Doua nature. Donc, OTEP à tous. Il faut seulement 10 hommes africains comme vous. Oh, ça, c'est gentil. Il y en aura. Je pense qu'il y en a déjà même. Hein. Il y en a déjà. Oh, wow. Puissant. Là, c'est la matrice noire suprême. Alors là, on demande, la femme spirituelle peut-être être polygame. Non, je dis, il n'y a pas une question de polygamie là-dessus. Il n'y a pas une question de polygamie dessus. Si je dois répondre à cette question-là, je vais peut-être rapporter un témoignage. Parce que de comment, par exemple, dans les temps antiques, cela s'est comporté. Et la liberté, l'homme et la femme, il y a le principe de la liberté. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez, sûrement dans la tradition africaine, un homme ne peut pas se présenter pour déclarer les droits de paternité à une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes avaient le contrôle du territoire, les femmes ne voyageaient pas. C'était les hommes qui voyageaient, c'était les hommes qui bougeaient. Okay? La femme pouvait vivre avec un homme dans sa maison. Le principe, par exemple, en Égypte antique était que quand un homme passe la nuit chez une femme jusqu'au matin, eh bien, c'était un mariage. Mais sinon, là, les cas, ce n'était pas un mariage. C'est-à-dire, la femme pouvait avoir un ou des enfants avec des hommes différents, et puis arriver à un certain état où il se marie avec un homme.
Ok? Maintenant, dès qu'il s'est marié avec un homme, cet homme-là, en mariant la fille, prenait la paternité des enfants. C'est-à-dire, les principes des pères biologiques dans le monde culturel noir n'existaient pas. Parce qu'il n'y a que le père. Le père, c'est celui qui élève les enfants. Et donc, un père biologique, c'est lui qui avait mis enceinte une femme et parti, n'a pas le droit de revenir dire, voilà, j'avais laissé un enfant. C'est comme ça que les problèmes étaient réglés au niveau de l'Égypte antique. C'est-à-dire, il n'y avait pas une polygamie dans le sens qu'on avait cette libertinage dans le monde, dans la conception occidentale, mais il y avait, la plupart des temps, la femme avait un ou deux, trois enfants avec des hommes différents et puis finissait avec un homme qui, lui, en se mariant avec elle, avait la paternité de tous les enfants. Et tout comme je disais, les hommes aussi qui sont passés de gauche à droite avaient un enfant, deux enfants, trois, et puis arrivaient quelque part où ils se mariaient avec quelqu'un qui avait déjà des enfants ou pas, et devenaient les pères de ses enfants, et les pères des enfants qu'il avait fait biologiquement ont aussi des autres parents qui restent là-bas. C'est un peu cet examen-là de comment il s'est passé. Il n'y avait pas, sinon dans les cas où on a commencé à avoir des guerres coloniales, ok? Durant la colonisation et l'esclavage, la guerre qui a duré très longtemps, beaucoup des hommes sont morts. Il était maintenant une situation d'émergence où il fallait garantir la reproduction. Et vu que la plupart des hommes étaient morts, eh bien, et que les territoires étaient en danger, les hommes avaient commencé à épouser plusieurs femmes. Mais il faut comprendre que ça, c'est un contexte social qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il faut évaluer la période dans laquelle on est. Il faut comprendre les besoins auxquels on fait face. On fait comprendre les programmations du futur pour décider du modèle des sociétés en matière de, quand on parle des conjoints, qu'il faut choisir pour, elle ne doit pas être égoïste, mais elle doit pouvoir répondre aux exigences, aux projets du futur. Et l'homme, ok, est soumis à la société. L'homme est soumis à la communauté, dans le sens que la communauté vient avant l'individu. D'où elle est chère. Je pense que... Voilà. Nous sommes en train de créer des hommes puissants qui donneront à nouveau ce pouvoir économique à la femme. Par l'éducation. Je pensais qu'on avait un peu de différence de culture avant. Par exemple, chez nous, Mandé, la polygamie était faite si un grand frère meurt et on donne sa femme au petit frère. Oui, ce n'est pas seulement chez les Mondés, dans toutes les cultures noires existent ces principes-là. Il faut comprendre les problèmes. Ici, nous avons affaire avec une conception sexualisée des choses. Ok, non? Dans les cultures africaines, c'était l'équilibre de la société qui était important, non la sexualité des personnes. Aujourd'hui, avec l'empoisonnement occidental, l'oxydation des cultures noires par les cultures occidentales, nous avons cette approche qui est voie plutôt sexuelle de la chose. C'est-à-dire, il y avait un cas d'équilibre. Et pourquoi, par exemple, dans le monde noir, il n'y avait pas des orphelins? Les orphelins n'existaient pas parce que chaque enfant a un droit à un père. Et que quand un homme mourait, l'enfant était, par exemple, dans les cas où les frères meurent, eh bien, la femme était donnée à son petit frère ou à un grand frère. Okay? Pourquoi? Pour garantir l'équilibre futur des sociétés, pour ne pas avoir des enfants qui vont être appelés des orphelins. Vous voyez, les décisions étaient prises toujours pour garantir un équilibre psychologique de la société et pour protéger la prospérité. Parce qu'un déséquilibre sur le plan psychologique de la communauté crée des problèmes et une pauvreté dans le futur. Et les décisions avaient toujours été prises dans cette manière-là. Et l'étude n'était pas personnelle, mais les personnes ont fait du bien pour ses enfants, pour sa postérité. Et l'on ne s'est pas courbé, prenez cette voie-là. C'est-à-dire, pour éviter ces situations-là, eh bien, la femme passait à son frère. Okay? C'est quelque chose de quel nous devons être fiers. Comme les peuples, les Pakistanais et les Indiens. Nous avons connu plusieurs amis pakistanais indiens quand on dit, tu te maries comment? Non, je vais attendre que mon père me trouve un homme. Elle dit avec beaucoup de fierté. Mais pourquoi pour nous, pour acquitter nos cultures, ça devient un problème? Ça ne devait pas être cela. Parce que l'objectif est celui, non de garantir les plaisirs de l'individu, mais protéger les projections psychologiques et économiques futures de la société. C'est dans ces cas-là que ces normes-là avaient été appliquées. Et ces normes-là étaient importantes pour le maintien de la paix, de l'équilibre, de la prospérité dans la famille, dans la communauté et dans les nations. Baba Kinkela Amazulu, comment faire pour pouvoir organiser une intervention de ta part au sein de mon centre de formation?
Et ça, c'est un commentaire de Kenyon Goma. Et mon frère Kinyong et mon Douane Cher, merci pour l'opportunité. Douane Cher Et surtout, il parle au sujet des hommes et des femmes et du mariage. Absolument, je suis disponible dans la régie. Vous allez avoir mon numéro, vous pouvez me contacter. Je suis Il y a assez l'adresse email et le numéro, le site qui est en train ouais, de passer. dépassé. Ouais. Comme ça, les gens ils peuvent prendre Vous note. pouvez prendre note de l'adresse même écrite. Vous pouvez aussi m'appeler sur WhatsApp pour me laisser un message. Je suis généralement très occupé, mes frères. Et donc, laissez-moi un message et appelez. Et en tout cas, ne vous fâchez pas si je ne réponds pas tout de suite. Mais en tout cas, je vous prie de ne pas les prendre sur les personnels. Ce n'est pas que je ne vais pas répondre, mais des fois, je suis débordé. Et donc, laissez-moi un message et je vous répondrai. Et si vous avez trouvé que vous m'avez laissé un message et que 2-3 jours après, je n'ai pas encore répondu, insistez. Ne vous inquiétez pas, insistez. Dérangez-moi. Hein, dérangez-moi pour nous et par nous. J'accepte d'être dérangé et nous allons. Pour l'invitation Douane, je serai honoré de faire cette présentation dans cette association-là. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Oui, un commentaire très important de Karine Kwame qui dit pas d'orphelins, pas de prostitution, pas d'homosexualité, pas d'enfants mendiants et consorts. C'était une organisation très saine. Oui, très simple. La prostitution n'avait pas lien d'exister. Parce qu'il faut savoir que la prostitution, c'est l'esclavage. Ok? Il faut comprendre que, je vais ici prendre, là, on ne va pas déborder, je vais ici raconter un peu l'histoire de la prostitution en Occident. En Occident. C'est tout cela intervient avec la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale arrive pourquoi il y avait la découverte de l'Afrique. Quand les Blancs, les patrices, la bourgeoisie occidentale a commencé à voler tout ce qu'il y avait à voler en Afrique, ils se sont enrichis. L'écart entre les bourgeois et les hommes simples était devenu trop grand. Et il y avait un grand malcontentement à travers toute l'Europe. Toute l'Europe était pauvre, les peuples étaient pauvres et ils voulaient se rebeller. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les bourgeois ils ont réussi la tension, ils ont compris qu'il y avait un problème. Il fallait dérouter la situation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'Église catholique va intervenir et leur proposer un projet. La Première Guerre mondiale. On va faire de manière à ce que le peuple qui voulait aller couper la tête aux bourgeois, eh bien, combattre entre eux. C'est ainsi que l'Église catholique va promouvoir des slogans comme les Belges qui tuent l'Allemand ira au paradis, ou que l'Allemand qui va tuer les enfants belges va recevoir des choses au paradis. Il y a toute cette psychologie-là, cette philosophie qu'on peut retrouver. Qu'est-ce qui va se passer? Les malcontents peuples européens qui étaient malcontentés par les comportements des bourgeois, au lieu de combattre les bourgeois, eh bien, ils vont se combattre entre eux. 5 millions de morts. Et la plupart des morts étaient des hommes. La bourgeoisie va se concerter avec l'Église catholique pour dire nous avons évité un grand danger. Comment nous allons faire pour que ce danger ne se représente pas? Eh bien, il faut limiter le nombre de la population. Jadis, les mariages n'existaient que pour les nobles pour des questions d'héritage. Pourquoi? L'héritage devait rester ensemble. Comme les nobles étaient dans l'habitude d'avoir plusieurs femmes comme partout et avaient des enfants partout, et que comme chaque enfant avait droit à l'héritage, eh bien cela liait les richesses. Et l'Église catholique apporte la solution. Disons, ok, nous allons créer les bâtards, c'est-à-dire seulement les enfants mariés à l'Église catholique et qui versaient une part de cet argent-là avaient droit à l'héritage. Tous les autres qui n'étaient des enfants qu'on avait définis les bâtards n'avaient pas droit à l'héritage. Et tous ces enfants-là vont devenir ce qu'on appelle la mafia. La mafia est royale. Ce sont les bâtards des familles royales. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'Église catholique va proposer la solution pour maintenir la population occidentale très basse. Eh bien, nous allons imposer les mariages avec une seule femme. Et vous allez vous souvenir que dans les premiers de la Première Guerre mondiale, quand votre femme vous dénoncez à la police pour avoir une concubine, vous étiez arrêté. Vous aviez droit à une seule femme seulement. Pourquoi ils ont fait cela? Parce qu'ils savaient que la majorité des hommes, 5 millions des hommes étaient morts en guerre. Et que la population des femmes féminines étant toujours beaucoup plus supérieure à l'homme, il y avait opportunité de business, c'est-à-dire les femmes, chaque homme avait droit à une seule femme et l'excédent des femmes qui étaient ne pouvait pas être disons, associé à un autre homme, sinon il risquait les prisons. Et toutes ces femmes-là, pour survivre, vu que l'économie avait été arrachée des mains des femmes,
eh bien, le pouvoir occidental organisa la prostitution. Pourquoi l'homme n'avait pas le droit d'avoir une concubine, n'avait pas le droit d'avoir une deuxième femme, une troisième femme, mais il pouvait aller chez les prostituées. Et de cette manière, avec un caillou, on a tué des oiseaux. Et on a limité la population, du fait que la population occidentale soit toujours la plus basse, il y a un homme, une seule femme, et tous les pourcentages des femmes finissent, et qui ne pouvaient pas être mariées, finissent dans la prostitution. Et la prostitution porte de l'argent à qui? Aux mêmes personnes. C'est là qu'est né ce principe de la prostitution. L'esclavage, la prostitution, ce n'est que de l'esclavage. Enfin, c'est pour cette raison-là qu'elle existe. Elle maintient l'économie. Et l'esclavage avec la drogue, c'est le plus grand business dans le monde.